Laurent Roland Tonniquez, bonjour. Mori Agua, bonjour, amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Oumar Adeyanju, bonjour. Bonjour Mori, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Oumar. Merci d'avoir répondu une fois à notre invitation ce matin sur notre plateau. Tout le plaisir est pour moi. D'accord, merci d'être là. Laurent Roland Tonniquez, quand même une information qui surprend. Quel quotidien en parle? C'est la une du quotidien Le Potentiel qui nous en parle. Le journal nous informe que le ministre Abimbola est absent. Laurent Roland Tonniquez. Bon, le journal ne dit pas qu'il est absent seulement, il dit vacances de poste, le ministre Abimbola absent, une démission déguisée. Le journal va plus loin pour dire qu'on nous parle de check-up, voilà, et tout. Donc, c'est qu'il n'est pas là. C'est qu'il n'est pas là. Oui, il n'est pas là. Et sa dernière apparition, selon le journal, remonte au 18 avril 2024. Et donc, nous sommes en mai. Et ça fait donc plus d'un mois que les gens n'ont plus vu dans ce ministère. Mais qu'il vous souvienne qu'on avait évoqué ce sujet sur le plateau quand l'affaire Bokor a commencé par, en tout cas, circuler. Il y avait des ministres qui étaient très avancés dans certaines discussions ou dans certaines actions avec Olivier Bokor ou d'autres potentiels candidats et qui s'apprêtaient à quitter le gouvernement de Patrice Talon. Ça, je l'avais dit, et je crois que plus ou moins, en tout cas, on évolue vers la vérité des faits, si éventuellement Abimbola a démissionné ou pas. Ce qui est sûr, Abimbola fait partie des ministres, des gens qui ont servi Boni Yayi. Oui. Et il fait partie de ceux-là qui ont lâché Boni Yayi à un moment donné. Oui. Et donc, qui a bu Ouattara. Si. Parce que dès lors que certains parmi eux ont sauté pieds joints pour aller soutenir Patrice Talon, même si on sait que certains parmi eux avaient été proposés à Boni Yayi comme ministre, c'est que Patrice Talon ne doit pas être surpris de voir que certains vont le lâcher en pleine tempête de fin de mandat dans une certaine mesure. Alors, ce qu'on va peut-être attendre de voir, on va attendre de voir si véritablement il est parti, parce qu'on apprend, j'ai lu un article hier, on apprend qu'il serait déjà parti avec toute sa famille. Ah oui? Toute sa famille est partie avec lui, ils sont du côté de la France. Et donc, on annonce aussi que... Pour le check-up. Bon, est-ce qu'on va faire check-up avec toute sa famille? La famille va l'assister pour le check-up. Ah bon, même les enfants? Oui. Pourquoi pas? C'est bien. S'ils sont en vacances déjà, ils vont partir. Bon, justement, en avril, 18 avril, ils n'étaient pas en vacances. 18 avril, bon, d'accord. Voilà. Donc, si c'est vrai, je crois que c'est les effets de fin de mandat et Patrice Talon doit se préparer à supporter les chocs dans une certaine mesure. Et on a pu voir la sortie de son chouchouté ou chouchou, ministre des Sports, du côté de Lokossa. On y reviendra. Voilà, donc il y a des faits qui vont des choses qui vont se passer vers la fin de ce mandat. Et dès lors que Boni a subi ça et ça faisait le bonheur de Patrice Talon, c'est que Patrice Talon doit pouvoir supporter aussi cet effet qui ferait peut-être le bonheur de quelqu'un d'autre. C'est les réalités de la vie. Donc, je crois que Patrice Talon doit être psychologiquement préparé pour ça. Donc, c'est peut-être pour quelques acteurs que ça devait surprendre, mais moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Je ne serais pas surpris de voir que la moitié des membres du gouvernement de Patrice Talon disent demain, en tout cas, se lèvent demain pour dire nous démissionnons. Qu'ils vous souviennent que c'est Saka Lafia, un très proche de Boni Yayi, qui a dit avant 2016, Boni Yayi, c'est fini. Et on a connu la suite. Donc, oui, nous sommes dans le feu de l'action de fin de mandat, attendant de voir ce qui va se passer. Oumar Adeyanju, quelle est cette façon de démissionner si cette information qu'apporte le potentiel ce matin? Si vous permettez, rappelons que certains ministres qui ont quitté le gouvernement ont démissionné. Et certains, en voulant démissionner, on leur a refusé la démission, mais après on les a limogés. Donc comprenez que c'est dans l'ordre normal des choses que les choses, si entre-temps c'était confirmé, que ça ne devait pas surprendre. D'accord, je me retourne vers Oumar. Voilà, oui, mais si vraiment cette information s'avérait, pourquoi doit-on démissionner? Peut-on démissionner de cette manière? Est-ce que c'est pour ne pas faire beaucoup de tollé, beaucoup de bruit
Avant tout propos, je propose quand même qu'on continue de prendre ces genres d'informations avec beaucoup de pincettes. Parce qu'il n'y a rien de véritablement confirmé, il n'y a pas de déclaration officielle. Voilà, il n'y a rien qui est vraiment très officiel dans cette affaire. Et c'est ce que moi j'ai toujours reproché à ce régime-là, la communication. Tout ce qu'il faut dire pour rassurer les uns et les autres. Comment est-ce qu'il faut, à quel moment faut-il monter au créneau pour expliquer? Parce que nous sommes des analystes, on peut se permettre toutes sortes de conjectures dès qu'on remarque une certaine situation. Et voilà, le ministre est absent depuis un moment, on ne sait pas qu'est-ce qui fait que le ministre est absent. En tout cas, si c'est vérité. Et ça laisse place à des spéculations, et ça va dans tous les sens. Voilà, et donc, voilà, le moment est tellement sensible. C'est sur ça qu'on veut que les journalistes surfent, alors qu'il va falloir rapidement. Je l'ai remarqué on va pas assez à l'information. Voilà, on ne va pas se jeter à corps perdu sur toutes sortes d'informations, mais quand il y a des choses qui interpellent, c'est normal que le journaliste puisse faire son analyse. C'est notre boulot, c'est ce que nous avons appris. En tout cas, moi, je ne sais pas faire autre chose. Voilà, c'est mon travail et mon travail est d'aider la population à se faire une opinion de tout ce qu'il y a dans le pays, de tout ce qu'il y a comme événement. Et donc, quand il y a des situations comme ça, il faut communiquer, il faut nous informer et pour que nous, on puisse relayer les informations et dire notre avis afin que les populations également puissent se faire leur opinion. Voilà, la situation est là comme ça, on ne sait pas c'est dur à quoi, il faut que quelqu'un monte au créneau. C'est ce que moi je veux dire au niveau pour officialiser les choses, pour nous dire ce qui se passe réellement. Ah, tel journal a affirmé ceci, ce n'est pas juste, c'est pas vrai. Voilà, et on est rassuré et on continue. Sinon, on va se permettre. Par exemple, le sujet de M. Joannès Dayon, est-ce qu'il y a une information officielle jusque-là? Le problème, c'est que d'autres disent non, il n'a pas été limogé. Le gouvernement que nous avons, l'équipe que nous avons, n'aime pas parfois les affronts. Et donc, n'oubliez pas qu'un ministre avait déjà démissionné et que si ils en arrivaient à communiquer encore pour dire un autre ministre a démissionné, c'est un peu aussi un signe de fébrilité de leur système. Et donc, ils ne voudront pas clairement vous dire, ils ne viendront pas. À un moment donné, vous allez entendre que peut-être que comme vous appelez, Abimbola a été sauté. On ne vous dira jamais qu'il a démissionné parce qu'il y avait déjà un précédent qui n'était pas une bonne image pour le système. On a pu voir le cas de comme vous appelez Aguedonsi, qui, selon certains, a démissionné, mais pour d'autres a été sauté. Donc, finalement, il y a un flou autour. Il y a aussi le cas Sévérin Quenom. On a appris qu'il y a eu brouille avec le chef. Entre-temps, il a décidé de partir. Après, on a dit qu'il a été sauté. Donc, du coup, n'attendez pas qu'il vienne vous dire qu'Abimbola a démissionné. Si ça se confirme, c'est ce qui est assez compliqué. Autrement dit, si l'information était vraie, et si on nous informe qu'il aurait vidé son bureau, ça veut dire peut-être qu'il a déposé sa démission avant de partir. Voilà, et si c'est le cas... Et la démission aurait été rejetée. Voilà. Bon, peut-être que c'est ça la situation. Vous savez, on marche avec des peut-être en ce moment, avec des situations, avec des si. Et moi, personnellement, je n'aime pas. Moi, j'aime marcher avec des faits, avec du concret. C'est ça. Nous, c'est rapporter le concret, analyser le concret, analyser des faits. Mais là, on n'a pas de faits, on n'a rien que des supputations, rien que des rumeurs à chaque fois. Et ça, c'est ça, moi, personnellement, qui m'écoeure dans cette manière-là de faire en ce moment, pas par les temps qui courent. Il faudrait qu'on nous informe. Et ça, moi, je le dis et je le répète, il faut informer sur toutes les situations. C'est important. C'est vrai qu'on ne peut pas communiquer sur tout. Il y a des choses qui relèvent peut-être je sais pas moi, du secret d'État et tout. Non, on ne demande pas ça. Mais pour des choses aussi simples, mais la gestion de la culture, mais écoutez, c'est quelque chose de... Quand on est tous fatigués, quand on rentre chez nous... La culture est au cœur des actions... Des actions du gouvernement, voilà. Ça m'étonne d'ailleurs, Laurent Ouma, que le ministre ne fasse pas partie de cette délégation au Brésil. Justement, puisque parce que le président de la République, il est l'un des ministres qui devait se rendre au Brésil. Normalement, si on doit faire les choses normalement. Oui. C'est vrai. Puisque au Brésil, le président de la République a plusieurs étapes. Il va même visiter une ville où aurait séjourné la mère de Guézo et tout. C'est de la culture. C'est là où il faut prendre des contacts. Il y a même certains confrères qui ont parlé de nationalité qu'on va donner à des afro-descendants. Oui. Et ce rapprochement-là qu'il y a entre nous, les afro-descendants, c'est un rapprochement essentiellement culturel. Il n'y a rien d'autre. C'est juste parce qu'on a la même culture. Il y a le vaudou là-bas, il y a le vaudou ici. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas dans la délégation? Voilà ce qu'a fait ce journal. Voilà l'absence du ministre dans la délégation. Je suis complètement d'accord. Mettez les deux éléments ensemble et faites-nous votre analyse. Ça laisse la porte ouverte à toutes sortes de supputations. C'est vrai que nous sommes en fin de mandat. Et en fin de mandat, chacun, l'échiquier politique est
est chamboulé et chacun essaie de se chambouler. Voilà, il y a redistribution des cartes et chacun essaie de se positionner. Si on peut l'analyser dans ce cas-là aussi, mais faire des conjectures, rien que pour faire des conjectures, moi, ça me gêne énormément. Ça me gêne énormément parce que j'estime que ce n'est pas très professionnel. Alors aide-nous, au moins, nous avons un fait. L'absence du ministre de la Culture dans la délégation gouvernementale qui est au Brésil. Voilà, on peut l'analyser. Analysons. Est-ce qu'il est normal que le ministre de la Culture soit absent dans une telle délégation? On peut l'analyser de plusieurs manières. Ce n'est pas une fuite en avance que je ne dis pas de l'analyser sur l'angle qui concerne la démission du ministre. Mais un ministre de la Culture qui n'est pas dans une délégation officielle où on va par exemple au Brésil, un pays richement culturel, où il y a nos afro, c'est ça, nos afro-descendants là-bas, nos frères là-bas. Le ministre ne s'y rend pas. Quel manque à gagner pour une république? Bon, moi j'estime que c'est une fausse note. J'espère en tout cas qu'il a été très bien remplacé dans la délégation parce qu'on ne connaît pas aussi tous les membres de la délégation. Bon, on connaît, tous les membres. Vous citer les membres de la délégation. Moi personnellement, je n'ai pas encore pris. Il y a le ministre de l'Agriculture, Romiad Wadaye, il y a le ministre Romiad Wadaye qui est également là-bas. Il y a le ministre des Affaires étrangères. Donc la présence de tous ces ministres-là sont importants. On sait le Brésil, c'est l'une des plus grandes économies de l'Amérique latine et c'est normal que qu'un ministre comme le ministre de l'Agriculture puisse partir. Le ministre de l'Agriculture, on connaît la force du Brésil en matière d'agriculture, c'est normal qu'il... Mais sur le plan culturel également, il fallait également que le ministre soit là. Son absence est vraiment... très, on va dire, très remarquable, on va dire. Donc, ce n'est pas, c'est peut-être une fausse note, on va dire. Moi, personnellement, j'estime que c'est une fausse note et j'espère qu'il a été vraiment valablement remplacé dans la délégation pour qu'il y ait des discussions. Parce que vous savez, pour parler de culture, c'est comme pour parler de médecine, c'est comme pour parler de science, il faut des gens qui maîtrisent également la culture. Et on a remarqué chez nous que la culture, on a tendance à reléguer ça au second plan, alors que ce n'est pas ça en réalité. La culture, c'est aussi important que tous les autres, que le secteur de la santé, que le secteur de la sécurité publique et tous les autres secteurs. Donc, c'est un secteur très sensible également. Donc, il faut pouvoir communiquer autour de tous ces aspects-là. Parce que, regardez, il y a pas mal de comment on appelle, de similarités sur le plan patrimonial entre nous, ne serait-ce qu'avec les afro-descendants, entre nous et le Brésil. C'est quelque chose qu'on peut vendre, mais de manière très valable. Et aujourd'hui, on fait comment on appelle, le retour des biens culturels qui ont été, voilà. Sur le plan du patrimoine, on va dire, qui n'est pas physique, on va dire, il y a un mot qu'on utilise, que les spécialistes disent souvent, le patrimoine, le patrimoine qui n'est pas... Immatériel. Voilà, le patrimoine immatériel. Mais voilà quelque chose sur lequel on doit pouvoir travailler entre ces gens de pays et nous. Qu'est-ce qui est resté de l'esclavage? Qu'est-ce que nous avons de nos cultures qui a été transportées dans ces pays-là? Vous voyez? Donc, c'est très important que le ministre, il était très important en tout cas que le ministre soit présent. Mais malheureusement... Il y a tout, hein? Oui, il y a tout là. Quelqu'un m'a dit au Brésil, il y a un quartier où tu vas là-bas, il y a tout, Ata, Tevi, tout. Oui, j'ai un ami qui a fait son doctorat en langue Yoruba et qui m'a dit, il y a des villages Yoruba au Brésil. Vous vous rendez compte? Des villages qui parlent Nago, ils ont quitté Ketou. Voilà, et tout ça. Il y a des compatriotes qui sont au Brésil qui disent que parfois vous voyez des sacrifices au niveau des carrefours comme au Bénin. Voilà. Donc il y a des pratiques. Voilà, donc sur le plan du patrimoine, voilà, il y a beaucoup de choses à... Et c'est en cela que ça doit interpeller. Moi, je dis, oui, bon, attendons de voir après ce que le gouvernement va nous servir, si le ministre a été sauté ou s'il a démissionné, on le saura. Mais toujours est-il que, comme Oumar l'a dit, moi, je pense que vers la fin du mandat maintenant, il faut que le gouvernement communique davantage sur les détails. C'est frustrant pour nous autres journalistes, parce que nous avons le devoir de faire notre travail. C'est frustrant parce que vous n'avez pas peut-être pris le coup dès le début du régime. Si vous avez pris le problème, c'est que chaque fois que vous demandez à avoir une information, par exemple dans une direction départementale, on vous dit d'écrire au ministre. Oui. Donc, c'est un problème et c'est un problème. Réel. Et au finish, on vous dit peut-être après, au bout de 2-3 mois, on vous dit que le ministre a refusé. Donc, dans ces conditions, vous n'allez pas vous frustrer pour rien et au point de vous stresser, vous rendre malade. Bon, il faut apprendre alors à faire avec eux et continuer, c'est tout simple. Mais c'est bien malheureux parce que notre passion, c'est ça. Nous vivons de ça, c'est ça qui nous porte. Vous voulez quoi? Et si vous n'avez pas leur forcer la main. C'est compliqué. Et vous-même, vous savez. Johannes Zayon a démissionné. Quand on a annoncé la démission de, je crois, Séverin Quenom, il y a que le porte-parole est monté au créneau pour dire d'attendre
qu'après ils vont informer. Mais après, ils ont confirmé qu'il a été limogé, mais sans d'autres détails. Après, Johannes Dayon est parti, on attendait que le gouvernement, en tout cas, en parle. Mais finalement, on n'a pas parlé et puis on a mis quelqu'un d'autre à sa place. Donc, c'est des faits. Et si vous vous habituez à ça, vous continuez. Vous ne vous énervez pas. Vous dites, bon, ces gens ne veulent pas donner des détails. Nous faisons avec eux. Et comme nous pouvons le faire sans pouvoir verser dans la diffamation ou sans intoxiquer. Mais dans ces conditions, moi, je refuse. Il faut apprendre le droit à l'information. C'est un droit de la population. Nous devons nous battre pour ça. Mais voilà, on n'a encore rien dit de mauvais. Vous voulez vous battre comment? Je vous donne un exemple. Vous avez une information, vous allez à la source. Sur ce plateau, on se bat déjà. Oui, on va à la source. Vous allez à la source de l'information, comme on nous l'a dit, quand on nous formait. Vous allez à la source de l'information. Suivez-moi. La personne la plus crédible à même de vous donner l'information, vous lui posez la question, la personne dit bon. Alors qu'il y a... L'information est déjà sur la place publique. Je suis complètement d'accord. Vous, en tant que journaliste. Oui, je suis complètement d'accord. C'est notre quotidien. C'est notre quotidien. On le vit au jour le jour. Moi, quand je vais faire des informations, il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu faire quelque chose sur les funérailles. J'ai été... Mais rien que dans une mairie, demander... Mais ça a été compliqué. J'ai vu que le pays a changé sur ce plan-là. Et c'est quelque chose qu'on doit peut-être revoir, revisiter, essayer de comprendre quel est le rôle du journaliste en réalité. Non, je voudrais vous repréciser que ce n'est pas à tout le monde qu'il faut donner les informations. Mais il faut reconnaître qui est journaliste. Et quels sont les éléments qu'il faut pour le reconnaître comme journaliste et savoir qu'il faut mettre les informations. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a beaucoup de bébés galeuses dans nos rangs aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Il faut mettre les informations à sa portée, Voilà. Et aussi, la carte de presse. Enfin, dans notre domaine, tout est à revoir, tout est à refaire. Je ne sais pas si Laurent est complètement d'accord avec moi sur ce plan. On n'a pas de carte de presse. C'est compliqué. Pour l'avoir aujourd'hui, là, c'est tout un travail. C'est un véritable parcours du combattant. Mais on fait le travail comment? Les 2 ou 3 qui l'ont dans le pays, ce sont les seuls qui vont faire le boulot. Ce matin, vous les avez vus ici, ils font quoi? Je crois que il y a tout un tas à revoir dans notre corporation, je suis d'accord. Mais en fait, quand les gens n'ont pas envie de donner l'information, vous pouvez présenter même la carte. C'est vrai. International de presse, ils vont pas vous donner l'information. C'est évident. Vous êtes conscient que c'est réel ce qu'on dit. En réalité, il y a des gens qui ont voulu faire des investigations, qui ont été interpellés. J'ai évoqué le cas il y a quelques jours ici. Vous pensez que dans ces conditions, vous aurez l'information chez des gens facilement comme ça? S'ils n'ont pas envie de communiquer, ils vous viendront vous dire ce qu'ils ont envie de vous dire. Et ça s'arrête là. Alors qu'en réalité, la réalité est là. Puisque dans leur sein, il y a des gens qui filent les vraies informations. Mais est-ce que ça veut dire que ces personnes préfèrent les spéculations? Est-ce que ces personnes préfèrent que ça aille dans tous les sens sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils sont contents comme ça? Parfois, c'est que c'est des choses qui les surprennent. Parce qu'ils n'étaient pas préparés pour ça. Ils se disent, bon oui, quand on prend la situation du ministre Abimon là, vous imaginez que le gouvernement n'a pas eu le temps de faire les choses, si éventuellement c'est confirmé, n'a pas eu le temps de préparer les choses pour venir nous servir. Parce qu'on est allé plus loin en disant, quelqu'un a supputé en allant plus loin en disant qu'ils ont même proposé à quelqu'un d'être ministre de la Culture et que son père aurait refusé. En griffe, c'est une supputation. Le père de la personne a refusé. Donc, c'est une supputation. Mais en réalité, quand le gouvernement se prépare à venir donner l'information, mais quand en leur sein, des gens filent les informations et que ça sort comme ça, n'attendez pas d'eux de venir vous confirmer ça. Parce qu'ils ont été pris de coup. Donc, dans une certaine mesure, ils ne diront pas que c'est vrai. Ils diront, mais attendez, on viendra vous informer vous dire la bonne chose. Pendant ce temps, peut-être, on peut être en train de convaincre. Entre-temps, si l'autre avait réellement démissionné, on peut être en train de le convaincre pour lui dire non, attention, on revient. Et puis après, quand il aura accepté avec des conditions qu'on lui aurait proposées, ça viendra pour alors démentir tout ce que les autres ont dit. Donc, c'est aussi une stratégie en réalité. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais vous savez, la guerre de l'information aussi en politique, c'est quelque chose de tellement sensible où chacun essaie de tirer le drap de son côté, chacun essaie d'avoir raison. C'est là où nous, les journalistes, aujourd'hui, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Dès qu'il y a un petit souci, il y a l'épée de Damoclès, la criette qui est sur notre tête et chacun parle avec des pincettes, chacun essaie de rester dans le concret, dans les faits pour analyser les choses. Là, maintenant, on ne peut pas se permettre toutes sortes de conjectures. Est-ce que le ministre a démissionné? Est-ce que le ministre n'a pas démissionné? Est-ce que le ministre a dit qu'il ne veut plus et qu'on est en train de vouloir le convaincre de rester?
vous savez, dès qu'on commence comme ça, ce n'est pas intéressant. Moi, je pense que le plus important, c'est qu'on nous informe, qu'on nous dise, ah, il y a telle situation au ministère et en ce moment, on est en train de chercher telle ou telle solution. Voilà. Même si on ne veut pas nous dire toutes les vérités, mais qu'on nous dise au moins que, voilà, il y a vacances, ne serait-ce que vacances. Et là, maintenant, voilà, en tant que Béninois, en tant que professionnel des médias, en tant que journaliste, nous, on peut se permettre donc d'analyser les faits. Et pour que, également, ceux qui sont ministrables, comme, comme nous, comme vous, puissent donc commencer par faire la cour au président. Moi, je suis pas très sûr. Moi, c'est des postes, moi, je suis très heureux d'être journaliste en tout cas. Puissent préparer déjà, tous ceux qui sont intéressés aussi puissent préparer les CV. Et que là aussi, nous puissions donner notre avis afin que, voilà, les autorités, la population, chacun puisse se faire des idées aussi sur chaque personne. Et si, par exemple, Roland est d'accord pour être ministre, il faudrait que nous puissions checker son CV sur ce plateau. Vous savez mieux que quiconque que moi, je ne verserai pas, en tout cas, pour le moment. D'accord. À la une de Matin Libre, gouvernance de la rupture, le péché du régime Talon, selon Omeki, le ministre est sorti de son silence. Laurent Roland. J'ai écouté avec plaisir, bien, en tout cas, avec fierté ce qu'il a écouté, il a dit. Bon, oui. Bon, quand il dit fierté, c'est que... Fierté parce que, en ce sens que, il y a des choses qu'on a dites sur ce plateau et les gens nous traitaient de tous les noms. Mais il vient nous confirmer une fois encore ce qu'on pense d'eux. D'accord. Ce qu'on pense d'eux en ce sens que, voilà quelqu'un qui a mobilisé les jeunes, qui a rassemblé les sous pour payer la caution d'un candidat dont il est devenu l'un des plus proches. Parce qu'on a même vu que... Pourquoi vous dites l'un des plus proches, il est devenu le fils? Voilà. Le fils. Non, je vais parler... Disons les choses. Maintenant, parce qu'on a même vu quand sa femme a organisé une activité au pied de l'Amazon, le président s'est déplacé personnellement pour les soutenir. Et voilà quelqu'un qui, pendant 7 ans, a été très bien payé, a fait le bling-bling avec certains jeunes d'enfants de riches de Cotonou. Je ne vous permets pas de le dire ainsi. Hein. Mais je le dis comme ça, c'est mon avis sur la question. Et donc, il démissionne un jour et qui vient nous dire maintenant que la personne idéale, c'est Olivier Bokor, parce que lui, il pense que, bon, finalement, en faisant ça, il deviendra encore pour devenir ministre pour le pays, parce qu'il se repositionne déjà pour 2026. C'est ça la politique. Oui, c'est ça la politique, mais c'est la faute à la jeunesse béninoise. Si les jeunes... S'il est bon, il peut faire plusieurs régimes. Ça ne pose aucun problème, Laurent. Vous n'êtes pas bon? Oui, mais je suis bon, mais je ne fais pas la politique pour le moment. Le problème, ce que vous dites, ce que je relève, c'est quoi? C'est tout simple. D'autres personnes peuvent prendre la parole, mais pas eux. Ils vont prendre la parole. Ils n'ont pas volé dans la République. Je dis... Ils n'ont pas... Vous savez, permettez, je dis quelque chose, je vais rappeler un petit fait. Lorsqu'on mettait en place tout ce qu'il y avait comme règles, codes, je ne sais pas moi, et par rapport aux partis politiques, on parlait de la réforme du système partisan et toutes ces choses-là. On nous disait non, on veut des partis très forts qui soient représentatifs, sur tout ça. On veut des partis qui vont porter des idéaux, des partis au sein desquels il y aura des idéologies. On ne veut plus d'hommes forts, on ne veut plus de politiques ventilateurs, comme l'autre avait dit, des politiciens ventilateurs. Dès que le vent souffle ici, ils vont avec. Voilà. Aujourd'hui, il y a des politiciens brasseurs. Et ça, on n'en veut plus. Vous savez, c'est la raison pour laquelle moi, je suis foncièrement contre ce genre-là de critique. Tu es resté pendant toute la majorité du temps dans un endroit avec quelqu'un, vous avez travaillé ensemble, et juste après, qu'on a fini de faire... Voilà, dès qu'on a fini, je sors, je me mets à côté, je dis, oh mais... le chapeau que Moïse a porté, vraiment, c'était du n'importe quoi, c'est pas possible. Moi, j'estime qu'il y a un problème à ce niveau. Moi, vous avez dit tout à l'heure que c'est de la politique. Pour moi, ce n'est pas de la politique. La politique, pour moi, c'est des convictions. Et tant qu'on ne va pas arriver à ce niveau-là dans nos républiques, on va continuer. Que la faute est aux jeunes. Bon, la faute est à nous tous. Et c'est là où nous devons faire notre travail, éveiller les consciences également. Non, quand la faute est aux jeunes, c'est les jeunes qui vont encore se mobiliser derrière lui. Voilà. Pour dire que nous soutenons tel candidat. Après, lui sera pour 7 ans ou 8 ans. Maintenant, il faut qu'on arrête avec ça. Ce que moi, j'aimerais rappeler, c'est que si on veut vraiment qu'on ait des partis représentatifs, il ne faudrait plus qu'on ait ces gens de pratiques-là également.
Non, le chef a dit... Ne venez pas nous dire que le problème... Remettez les titres, vous allez voir. Matin libre, remettez-nous Matin libre. On dit quoi? Le péché du régime Talon selon Omeki. Qu'est-ce qu'il reproche? Le social. Il parle du social. Mais lui, il est resté dedans pendant tout ce temps. Il a défendu cela. Quand nous autres, on parlait de social, on dénonçait. Ces gens-là nous traitaient de journalistes opposants. Maintenant, les gens-là viennent, maintenant, ils viennent maintenant encore pour nous dire qu'ils sont un personnage neutre et qui veut le social et que la personne qui va amener le social. Je n'ai rien contre Olivier Bokor. Voilà. Olivier Bokor est un candidat, mais je dis, si c'est ces gens-là qui doivent communiquer pour lui, il n'a qu'à comprendre qu'il est en train d'échouer en même temps. C'est très simple. Voilà. Cherchons de nouveaux personnages pour communiquer pour Olivier Bokor, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui a vécu au gouvernement pendant 7 ans, au moment où on dénonçait certaines choses, qui ne prenait pas la parole et qui, du jour au lendemain, vient se présenter comme une nouvelle personne pour dire oui, tout est beau. Moi, j'ai apprécié les réformes, un certain nombre de choses de Patrice Talon, la modernisation du pays. D'accord. Il a dit oui. Même sur le plan social également, il y a des choses qui ont été faites aussi, même si tout n'a pas été. Il y a des choses qui ont été faites. Moi, je dis, lorsqu'on a travaillé pour mettre en place un certain nombre de choses, on ne vient pas soi-même venir critiquer après. Et ça, moi, ça m'écoeure personnellement. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. Et ça, c'est de la politique politicienne. Donc, il faut assumer. Il faut que vous avez travaillé avec le président, vous l'assumez jusqu'au bout. Le problème de ces gens, c'est que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas assumer, c'est que le problème, c'est qu'ils veulent se repositionner pour continuer à être ministre. Peut-être pendant 7 ans, après encore à partir de 2026, ou bien se positionner et être à la table du roi aussi. C'est tout le calcul. Ce n'est pas qu'ils assument. La preuve, il a dit qu'il y a des choses qui ont été faites. Mais maintenant, pour pouvoir mettre un peu de grain, quelques grains de sel dans la farine du monsieur, on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que la personne idéale pour continuer, c'est Olivier Bokor. Je n'ai rien contre Olivier Bokor. Mais je dis, si c'est ces gens-là qui doivent communiquer pour Olivier Bokor, je crois que ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Ce n'est pas d'Olivier Bokor qu'il s'agit ici, il s'agit de Omeki. Voilà, et c'est là où sa stratégie. Voilà, c'est là où moi j'aimerais qu'on soit clair aussi. Et nulle part il a été dit qu'Olivier Bokor, il n'a jamais présenté à qui que ce soit pour dire que je suis candidat. Mais il a évoqué son nom dans ce qu'il a dit. Écoutez, même s'il évoque son nom, nous en tant que journalistes, on n'a pas besoin de relayer ce qui n'est pas encore officiel. Attention, on ne parle pas de candidature officielle. Il a évoqué et il a dit que la personne idéale qui peut continuer, ça, je peux analyser sur ça. Parce que ça sort de sa bouche. Je suis d'accord avec vous. Il a dit. Et c'est là où moi et ils le disent. Moi, je n'ai pas inventé ça. Et on les a vus à l'œuvre. Et on les voit à l'œuvre. Et ces péchés-là du gouvernement, quand lui et Olivier Bokor étaient au sein donc, de ce régime, pourquoi en ce moment ils ne critiquaient pas comment on appelle là, ces péchés-là? Et pourquoi ils ne dénonçaient pas ces péchés-là? Et que c'est maintenant qu'ils veulent les dénoncer? C'est ça moi qui m'énerve. Parce qu'il veut se repositionner, il veut se faire bien voir. Il faut avoir des convictions. Il faut avoir des convictions. Et moi je veux que les populations aussi le sachent. Quand on veut voter pour quelqu'un, votons pour des convictions, des gens dont on est sûr qu'ils vont se battre corps et âme pour ceux qui nous ont promis. Voilà. Sinon, à chaque fois, on aura toujours ces situations où le gars, il vient 2 ans après, 5 ans après, il quitte le régime, il dit non, je ne suis plus satisfait, et c'est plutôt celui-là qu'il faut. Mais c'est quoi? On va où? Qu'allez-vous dire alors de candidat Zanaïf? C'est un autre cas. Non, mais bon, c'est un autre cas. Et puis pour lui, ça a été assez tôt quand même, les frictions entre lui et... Non, il ne nous a pas encore dit pour qui il faut voter en 2026. Il n'est pas totalement temps. J'espère que vous l'attendez. Il reste un peu plus d'un an attendant. J'espère que vous l'attendez. Candidat Zanaïf est en pleine discussion vous l'attendez également. Avec des potentiels candidats. Ça, je le confirme. Il est en pleine discussion avec des potentiels candidats. Et donc, bientôt, il nous dira qui. Il nous dira qui. Il faut suivre pour 2026. Il nous dira la bête rare ou bien la personne rare. L'oiseau rare. L'oiseau rare, merci. Il viendra nous dire ça. Mais je crois que la team, en tout cas, Olivier Bokor ou Dayon ou je ne sais qui, tous ceux qui veulent être candidats doivent faire attention dans leur communication parce qu'on a vu des gens qui ont servi Patrice Talon et qui étaient très dociles et qui n'ont pas su réagir quand certaines populations se plaignaient. Et aujourd'hui, ces personnes prennent la parole pour tenter de désavouer peut-être une partie de la gestion de Patrice Talon et nous dit que c'est telle personne qui est la personne idéale. Je crois que ça va être une fausse note pour cette potentielle candidat. Il va falloir trouver des personnages neutres qui viennent parler. Des gens qu'on n'a pas vus et qui se sont... en tout cas, sont restés silencieux pendant 7 ans, 8 ans, et puis après vont venir nous montrer, se faire présenter comme s'ils étaient des personnages nouveaux. C'est très important. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que dans tout ça aussi, je me pose la question, à quel jeu jouent les acteurs politiques?
Parce quel jeu jouent les acteurs politiques? Oui, et moi j'irais même plus loin. J'aurais tant aimé même que l'un d'entre eux viennent sur le plateau d'Éden et qu'on leur demande c'est quoi leur prétention aujourd'hui après avoir fait ils vont venir. Voilà, après avoir fait tout ce temps-là avec le régime et voulez-vous nous les amener? On verra bien, on ne sait pas comment. Enfin, écoutez, nous sommes une chaîne nationale où les gens peuvent venir s'exprimer. Donc on les invite, venez nous dire votre prétention. Quand vous avez été docile tout le temps dans un régime, vous êtes resté très calme. Vous êtes des acteurs politiques, des gens, des leaders d'opinion et dès que vous êtes rentré dans comment on appelle, dans le gouvernement ou bien dès que vous êtes partisans du régime, immédiatement vous êtes rentré dans les rangs, docile, on ne parle plus, on ne critique plus. Oui. Et c'est dès que vous sortez immédiatement, vous commencez des critiques. On n'est pas d'accord. Mais c'est pas un péché. Non, mais non. C'est pas un péché que de dire que là où on était, qu'il y avait des problèmes, est-ce un péché? Voilà, pour moi, c'est là où je dis, c'est des personnes qui n'ont pas de prétention, c'est des personnes qui n'ont pas de conviction. Il faut avoir des convictions lorsqu'on est en politique. Quand on a des convictions... Des convictions, ce n'est pas... Quand j'ai travaillé avec Laurent et après je ne suis plus avec lui et si quelque chose n'était pas bien qu'il faisait, je ne peux pas le dire. Non, c'est pendant que vous travaillez avec lui que vous le dites. Quitte à Roland de vous dire fous-moi pendant que je suis avec lui, si je le dis, c'est que je ne me sais pas de lui. C'est ça, c'est ça la conviction. Quel est votre combat? Vous vous battez pour vos partisans, vous vous battez pour le peuple, pour ceux qui vous soutiennent, ou bien vous vous battez juste pour votre ventre, pour parler comme l'autre à la démocratie. Voilà. Donc les mêmes choses continuent et nous allons continuer à le critiquer au risque avec tous les risques que cela comporte. On va continuer à le dire. Je pense que Oumar méconnaît les acteurs politiques béninois. Non, on les connaît, mais il faut quand même dire ce qui ne va pas. Les gens viennent en politique pour se servir. C'est malheureux. C'est ce que je dénonce en fait. Oui, c'est malheureux. L'intérêt général. Vous avez parlé réforme du sympathisant, mais je les mets au défi de ceux qui sont dans les partis là pour venir me dire qu'ils n'ont pas conviction. Je les mets au défi. Moi, je l'ai toujours dit les matins ici. Je les mets au défi de me dire nous sommes avec Patrice. Il y a des partis, les partis sont remplis de soumis et disciplinés. Pas d'hommes de conviction. Et quand vous allez voir, et je le dis, je ne suis pas un mauvais prophète, mais à partir de 2026, vous comprendrez ce que deviendront les partis UPR et UBR. Bon, on attend de voir. La réalité de fait. Pour dire quoi? Permettez, pour dire qu'en l'état, tel que les choses se passent, clairement, on comprend que les gens viennent pour se servir et se préparer à toujours être maître. Voilà, et c'est pourquoi j'interpelle les jeunes pour dire aux jeunes, quelqu'un en 2016 vous a dit, il est votre porte-flambeau dans une certaine mesure. Vous avez mobilisé, les gens mobilisés, il allait payer la caution. Quand il a été ministre, c'est vrai, il a réussi à positionner... On est tous là pour ça et on va le rappeler à tout le monde. Il a réussi à positionner certains jeunes autour de lui, je suis d'accord. Mais il est en train de prendre un autre manteau pour nous revenir encore. Et des jeunes comme tels des moutons de Panuche vont le suivre encore. Et vont le faire en tant que leader. Et puis après, quand aussi Dieu bénit et que Olivier Bokor devient président, c'est qu'il sera encore ministre pour continuer. Et c'est pourquoi je dis, les jeunes maintenant qui se mobilisent là, qui trouvent des leaders en n'importe qui, en tout le monde, doivent maintenant se lever. Allez travailler d'abord. Quand vous commencez à travailler, que vous avez une dignité, vous pouvez vous opposer à quelqu'un. Parce que si vous êtes à la sorte de quelqu'un, parce qu'après, vous pouvez l'appeler pour dire « j'ai besoin de 10 000 francs, ma fille est malade ». C'est ça qui fait qu'ils vous manipulent. Si on ne commence pas à travailler en tant que jeune, on va commencer par leur dire en même temps, écoutez, ce n'est pas vous seul. Ce n'est pas seulement vos mamans ou vos mères qui ont fait des enfants intelligents au Bénin. Nous-mêmes, nous sommes intelligents et nous sommes capables d'occuper des postes de responsabilité. Et donc, laissez-nous la place aussi. Nous-mêmes, on veut militer pour porter des gens au perchoir. Et c'est là où, très tôt, quand le président Talon était venu, moi, j'étais très heureux avec certaines réformes qu'il avait prises. Moi, je vois qu'il y avait eu un renouvellement, on va dire, de la classe politique. Souvenez-vous, à la mairie de Cotonou, on sait, à la mairie de Cotonou, il y a 8 ans en arrière, à qui ça appartenait. Personne ne pouvait lever le doigt pour dire qu'il doit être maire au Bénin si ce n'est pas de cette famille-là. Voilà. Aujourd'hui, ça a changé. Et moi, je salue par exemple ça. Maintenant, si on salue ça aujourd'hui et que 8 ans après, enfin, si on saluait ça hier et que 8 ans après, on doit revenir dans les mêmes travers, c'est qu'il y a un problème. Et puis l'autre chose que moi j'aimerais dire, pour qu'on soit véritablement clair, vous savez, lorsqu'on est dans un groupe, il y a quelque chose qu'on appelle la discipline de groupe. Mais cela n'empêche pas. Cela ne doit pas nous empêcher de mettre de côté nos convictions les plus profondes. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai vu des hommes politiques de haut rang dans ce pays, mais qui ne parlent plus, qu'on n'entend plus. C'est notre débat, ça.
Voilà. Donc ils ne sont pas en tout cas, personnellement, certains partis parmi eux ont été contraints aussi. Et c'est là où moi je les attends au tournant. S'ils se taisent aujourd'hui, ils n'ont qu'à se taire à jamais. Hein. Parce que si ce n'est pas au moment où ils vont quitter, qu'ils viendront nous dire, oui, bon, ce régime-là, vous savez, il y avait telle chose. Non, on ne sera pas d'accord, on sera là pour leur dire, non, on ne vous écoute pas. Parce qu'au moment où on avait besoin de vous écouter, vous n'avez pas parlé. Voilà. Les populations vont les écouter. Mais c'est ce qui est bien malheureux. Parce que vous savez comment ils vont voir les populations. Vous savez comment ils vont chez les populations. Les électeurs de 2006, je suis d'accord avec vous, mais nous aussi, nous devons. Nous aussi, on nous écoute. Non, les électeurs de 2006 qui ont emporté, les électeurs de 2006 qui ont porté Bouniaï au pouvoir ont acquis la maturité en 2016. Oui. Et en 2016, ceux qui ont voté en 2016 là, jusqu'en 2006 là, ont acquis une certaine maturité et ce ne sera pas comme toujours. Mais est-ce qu'ils ont acquis la maturité par rapport à ce que ceux qui vont vers eux apportent? Non mais attendez de voir. Parce qu'eux, ils regardent ce que ceux qui viennent vers eux apportent. Les élections législatives à Cotonou, vous avez vu comment ça a circulé du côté de certaines formations politiques? Vous avez vu les résultats? Vous avez vu dans la 6e comment ça a circulé du côté de certaines formations politiques? Vous avez vu les résultats? Donc attendez de voir. On a vu aussi en 2016, les gens ont fait un rang pour aller au palais pour prendre 10 000. On a vu les résultats. Donc rassurez-vous, le peuple observe. Il va trancher. C'est 10 000 ou bien 5 000. Il ne faut pas augmenter 5 000 francs. Hein. C'est 5 000. Ils ont pris. Et sur ce point, si jamais ces choses-là continuent, ça veut dire qu'il y a eu un véritable échec de, comment on appelle, du système partisan qu'on nous vend jusque-là. Parce que l'objectif du système partisan, c'était ça également. Hein, pour pouvoir mettre de l'ordre dans tout ce qui est dans le désordre. Mais finalement nous revenons dans les mêmes travers. C'est qu'il y a un problème. Alors que ce système... Vous aimez trop les rêves. Non, ça n'est pas une histoire de rêve. Avec la formation là, je dis c'est des disciplines des soumis. Oui, mais écoutez... On les connaît. Mon cher, vous les voyez dans les coulisses. Vous savez ce qu'ils disent, non? Je suis complètement d'accord avec vous. Vous savez ce qu'ils disent dans les coulisses, non? Qui parmi eux, aujourd'hui, là, peut oser, c'est-à-dire affronter Patrice Talon, sachant que beaucoup parmi eux soit ont des cadavres dans leur placard, ou certains parmi eux ont des dossiers ailleurs ou qu'on peut leur rappeler. Vous savez, les acteurs politiques béninois, malheureusement, toutes catégories confondues, la grande partie a géré quelque chose quelque part, ou a mal géré, ou bien a eu des postures assez gênantes à un moment donné, et on tient ça contre lui. Et ce régime a réussi à les discipliner. C'est pourquoi je dis que c'est les discipliner d'abord. Attendons, si on doit voir la réussite du système partisan, c'est à partir de 2026. Si les deux partis, deux grands partis, résistent autant après 2026, là je dirais bravo, la réforme a marché. Pour le moment, pour moi, ça n'a pas encore... Voilà, moi, je suis un patriote très, comment on appelle, très optimiste. Et moi, je ne suis pas un anti-patriote. Voilà, je suis très optimiste. Je veux que ce qui a été fait à coups de milliards, avec nos sous, prospère. Parce que ce système partisan, enfin, la réforme du système partisan qu'on nous a vendu, moi, je l'ai lu de fond en comble et je suis complètement d'accord. Ça peut permettre de faire de la politique autrement. Et je l'ai dit sur ce plateau il n'y a pas très longtemps, nous sommes des pionniers aujourd'hui de la démocratie en Afrique et nous devons être véritablement un exemple que les autres pays doivent pouvoir copier. Cette manière de faire avant, ce système a permis finalement de voir qu'on peut faire... Certains nous ont devancé avec un régime parlementaire, non? Bon, écoutez, vous regardez un peu vers l'ouest. Mais bon, là n'est pas encore le débat. Mais je dis que si on peut essayer... C'est de la super démocratie. C'est de la super démocratie. Voilà, on parle de choses très sérieuses, mais voilà que Moïse... Est-ce que moi j'ai ri? Quand j'ai parlé, est-ce que j'ai ri? Oui. J'ai dit... Bon, je ne veux pas... Voilà, je parlais de quoi déjà? Je parlais du système partisan. Je disais que ce système partisan, si on arrive à l'approprier, à l'adopter comme cela se doit, on doit pouvoir avoir une manière de faire de la politique qui est vraiment conforme à ce que, en tout cas, les plus grandes démocraties font et qui nous fait plaisir. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces choses nous font plaisir parce qu'il y a la liberté d'expression, parce qu'il y a le droit à l'information qu'on respecte. Dès qu'il y a quelque chose, on monte au créneau et on explique. Non, mais regardez, c'est pratiquement peut-être 2 fois par semaine qu'un membre du gouvernement, un porte-parole du gouvernement dans les grandes démocraties va devant les journalistes et dit « Ok, voilà, quelles sont vos questions? Qu'est-ce que vous voulez nous dire ?»
On n'est pas encore à cette étape-là. Non, le porte-parole le fait. Hein. Voilà. Il ne passe pas des rédactions pour s'exprimer. Non, mais écoutez, c'est pas comme ça. Il faut le faire comme on le fait sous d'autres cieux. Et c'est là qu'on aura atteint le bon niveau. Si on veut ce qui est bon. Commencé à écoutez, regardez, vous voulez ce qui est bon, par exemple, pour, comment on appelle, regardez un peu Cotonou, les grandes villes de nos pays. Vous voyez comment est-ce que ça a changé? C'est très beau. Moi, ma soeur a quitté l'extérieur pour revenir. Oui. Dès qu'elle est descendue à l'aéroport, elle m'a dit, attends. Ou bien l'avion s'est trompé de lieu. On s'est trompé, c'est le Bénin. Il dit, tu n'as rien vu encore. Avançons un peu plus, vers la place de l'Amazon. Donc, c'est très beau, n'est-ce pas? Ou bien, faisons de la même manière également pour la démocratie. Il faudrait qu'on soit des exemples, que les gens viennent devant et qu'on ne nous dise pas non, voilà ce que nous avons à dire. Non, ce n'est pas ce que vous avez à dire, mais ce que nous voulons vous demander. Moi, je pense que ça aussi, c'est ça peut-être qui manque aussi. Nous, on veut poser des questions. Nous, on veut que des responsables politiques se mettent devant nous chaque semaine, peut-être même 2 fois par semaine, comme ça se fait dans les grandes démocraties, et qu'on pose des vraies questions. Ce que vous oubliez, c'est que si le porte-parole... Et c'est là aussi la liberté d'expression. Si le porte-parole aussi n'a pas toutes les informations, vous voulez qu'il vienne dire quoi? Rencontre le gouvernement, syndicat, on n'a pas c'est bien fort ce que vous dites là. Comment on vous dit porte-parole? C'est celui qui est censé avoir toutes les informations. Il porte la parole. C'est la parole qu'on lui donne. C'est la parole qu'on lui donne qu'il porte. Ce n'est pas lui qui vous a l'information. Qui fait l'information. Vous voulez qu'il vienne vous dire quoi? Mais vous pensez que le blanc, il est lui-même porte-parole. C'est que la parole l'a déposée, on dit porte. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, lorsque vous partez à ces conférences, aux conférences de presse de très grands politiques et tout ça, on a tendance à tourner le journaliste en ridicule avec les réponses qu'on donne. C'est comme si les questions qu'on posait n'étaient pas des questions pertinentes, alors que c'est des choses qui sont très importantes. Mais souvent, ça c'est avant que ça se passait. Aujourd'hui, maintenant, c'est même quand on veut commencer, on choisit ceux qui doivent poser la question. Et c'est bien malheureux. Il y a un cadrage. S'il vous plaît, il ne faut pas venir dévoiler les stratégies. C'est bien malheureux. Non, on vous donne... Et puis, on sait les questions. S'il vous plaît, il ne faut pas venir dévoiler les stratégies. L'intéressé, c'est les questions, connaît déjà les questions que les journalistes vont poser. À toutes les réponses. Oui, mais on permet parfois... Même dans les grands pays on permet au moins à 2-3 personnes de poser des questions en tout cas dans la généralité. Vous voulez que à une conférence de presse, alors qu'il y a un président étranger, vous, Laurent, qu'on vous donne la parole pour que vous déculottez le gouvernement? Je sais qu'on me donne... Non, pardon, je ne vais pas... Écoutez, je ne peux pas aller sur mais je sais qu'il y a des questions... Il y a des questions qui nous voudront... D'ailleurs, moi, je sais que si... Vous allez poser des questions au président et même l'invité qui est arrivé va dire, bon, de lui donner une chaise. Maintenant, c'est ça que vous voulez? Quel gouvernement va accepter ça? Je sais, je parle des conférences de presse en interne. Je sais que moi, si je vais à des conférences de presse, ce n'est pas évident. D'ailleurs, même, je connais un peu le monde. Ils me permettent jamais de poser des questions parce que je vais peut-être poser des questions et puis malheureusement... Parce que vous avez des informations. Oui, parce qu'il y a des informations qui posent des questions. Du coup, on va finir avec le gouvernement syndicat, cette rencontre-là contre la cherté de la vie. Espérons que ça porte des fruits. Est-ce que le gouvernement a la clé, le bâton magique, c'est la baguette magique? Le gouvernement est censé avoir la clé. Le gouvernement est là pour travailler pour les peuples. Oui, le gouvernement est censé avoir les clés. Pas censé. Le gouvernement a la clé. Voilà. Donc, c'est au gouvernement de coûter. Quand vous dites censé, c'est que vous voulez lui accorder un peu de droit dedans avec vous. D'accord. Voilà, mais dans tous les cas, en démocratie, on sait ce que c'est. On sait le rôle de chacun. Le syndicat vient avec comment on appelle, ses plaintes et ses propositions. Au gouvernement de les prendre en compte et de dire « Ah, ceci, je peux les régler, ceci, je peux régler, ceci, je peux régler, mais ceci, je ne peux pas. On va voir comment est-ce qu'on va faire. » Il ne faudra pas dire aux gens « Non, ce que vous demandez est trop, balayez ça, ne parlez pas de ça, non, on ne veut pas entendre parler. » Non, ce n'est pas ça. Vous nous dites dans quelle mesure, quel est le programme qu'on va mettre en place. Moi, je pense que si on s'entend véritablement et qu'on rassure tout le monde, on ne peut pas tout régler, je suis complètement d'accord, mais qu'on rassure tout le monde, il n'y a pas de raison que dès le lendemain, des syndicalistes se mettent encore dans la rue pour dire que non, on veut marcher, on veut faire ci, on veut faire ça, et ça va créer encore du désordre. Donc, prenons la fin. Je vais demander tout simplement, j'espère que ma voix va porter jusqu'à ce niveau-là, demander aux autorités, le président ABT, enfin le ministre ABT qui est chargé donc de cette négociation-là, de ces rencontres-là avec les syndicats, et aux syndicalistes également, de vraiment travailler pour l'intérêt général, de travailler pour que le panier de la ménagère, au sorti donc de ces rencontres-là, puisse sentir le fait que, voilà, il y a des acteurs politiques qui ont travaillé, il y a des leaders d'opinion qui ont tendu le cri de bol, le ras-le-bol, pardon, de la population et qui ont réagi. Et c'est ce que nous voulons. Et puis, tout ce qu'on dit, le Bénin a eu des bons points sur le plan économique, le paysage change chez nous, les villes deviennent de plus en plus belles. Mais écoutez, si tu as, toi, je ne sais pas moi, un grand étage et que tu as faim dedans, ça sert à quoi finalement? Enfin, je le dis, tes enfants ont faim. Les classements des institutions internationales, il faut comprendre que c'est les bons élèves
des structures internationales qui ont les bonnes notes. C'est les bons élèves en ce sens que quoi? Les bons élèves qui font la volonté des structures internationales. Oui, être un bon élève, c'est à saluer. Moi, je suis complètement d'accord. Sur le plan macroéconomique, c'est un travail qui est fait. Non, attention, vous avez suivi le cadre sénégalais du FMI ou de la Banque mondiale qui a démissionné, qui a dit clairement que les politiques définies n'arrangent pas tout souvent les peuples africains, les pays africains. Je suis d'accord. Et donc, quand un pays s'aligne derrière ces institutions internationales, c'est que ce pays, et on dit que ce pays a de bons points. Mais Laurent, moi, je ne voudrais pas qu'on balaye du revers de la main ces bons points-là, sincèrement. Parce que sur le plan macroéconomique, c'est une prouesse. Ça, il faut le saluer. C'est une prouesse. Tous les autres pays qui le font, macroéconomique, c'est une prouesse. Maintenant, il faudrait revenir également sur le plan micro et voir au niveau des populations comment est-ce qu'on fait pour que les choses s'arrangent. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important. C'est un chantier sur lequel on doit travailler. S'il y a prouesse macroéconomique et qu'au niveau des populations, ça ne se sent pas, vous pensez que vraiment c'est une prouesse? Oui, c'est ce que je dénonce exactement. C'est ce que je dis. Donc c'est pour ça que... Non, ça reste toujours une prouesse. Moi, je dis ça reste toujours une prouesse. Vous me confirmez que la rencontre gouvernement-syndicat, c'est aujourd'hui? Vous avez vu l'information? Vous avez vu l'information? Non, j'ai pas vraiment. Je crois que c'était hier et c'est reporté à aujourd'hui. Voilà, d'accord, très bien. Voilà. Et puis, vous savez, aujourd'hui, moi, je marchais dans les rues, dans un marché à côté, et la dame dit, non, je préfère, écoutez bien ce que je vais dire, je préfère acheter du riz que de payer du gari. Le gari, maintenant, c'est la nourriture des riches. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Donc, on est arrivé à un stade où vraiment il faudrait qu'on se penche véritablement sur le problème et qu'on réfléchisse. Et je pense que c'est une rencontre qui est à point nommé et qui est bienvenue et que chacun va pouvoir penser à l'intérêt général en prenant la parole. Il ne faudrait pas qu'ils prennent, et les syndicalistes surtout aussi, pensent à leur ego, à leur centrale, comment est-ce qu'ils vont. Non, pensez vraiment à l'intérêt général, pensez vraiment aux populations. Voilà. Moi, je crois que les syndicalistes doivent pouvoir savoir ce qu'ils vont mettre dans la balance pour avoir satisfaction gain de cause. Il ne faut pas qu'ils aillent là-bas avec sur pied de guerre pour dire à tout prix, il faut tout satisfaire du jour au lendemain. Au gouvernement de comprendre que oui, dès lors qu'on sait que les gens sont très bien payés au sommet de l'État, il faut aussi maintenant faire en sorte qu'au niveau des travailleurs, que les gens soient bien payés, qu'on arrange les situations. Et s'il y a des choses à subventionner, il faut subventionner. J'insiste sur le fait que s'il y a des choses à subventionner, il faut subventionner pour faciliter la tâche. Parce qu'il y a les salaires, il y a augmentation, d'accord, mais dans quelle durée? Où en sommes-nous aujourd'hui? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que cette augmentation intervenue en décembre 2022 continue d'avoir son effet dans le panier de la ménagère? Les femmes se plaignent. N'oubliez pas que même les condiments, le piment, on vous compte ça pour vendre ça au marché aujourd'hui. Ouma a parlé du gari. Le maïs, c'est vrai que le prix a chuté un peu ces derniers jours. Légèrement. Légèrement. Et donc, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour accompagner davantage puisque c'est dit que les populations attendent des actions concrètes. Donc, ce n'est pas que les travailleurs de l'État, c'est toute la population béninoise qui attend des actions concrètes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour baisser un peu la tension? Il faut travailler à baisser la tension, notamment le panier de la ménagère. Et comme je le dis, nous acheminons vers la fin du mandat toute action utile qui pourrait améliorer les conditions de vie et de travail, rendre facile en tout cas le panier de la ménagère, ça va être à l'actif du pouvoir en place. Permettez-moi de revenir en arrière rapidement, oui, très rapidement pour finir. Rappelez-vous, il y a quelque chose qu'on appelait au temps du régime Yahi, l'ONASA. Mais on l'a rappelé tout le temps ici. Voilà, donc si on peut revenir à un tel système, ça serait parfait. Que le gouvernement achète une bonne quantité de vivres et qu'on garde ça. Si le gouvernement a supprimé un tel système, c'est parce que ça ne l'arrange peut-être pas. Donc, bon, mais écoutez, on peut prendre des décisions, et avec un peu de recul, on voit finalement que bon, c'était plus ou moins... Le NASA fait partie des actions phares du début du régime quand on supprimait tout, on supprimait tout. Donc le NASA a été emporté aussi. C'est vrai qu'il y avait eu une mauvaise gestion à ce niveau, mais est-ce qu'une mauvaise gestion suffisait pour fermer à jamais? Il fallait mieux gérer les choses. Dit, oui. Donc, mais si le NASA doit revenir, c'est que le gouvernement en amont doit véritablement subventionner l'agriculture béninoise, accompagner les producteurs. Et dès que les producteurs finissent d'avoir le produit, la matière première, le maïs, le riz et autres, le gouvernement va acheter à un prix et met ça au niveau des boutiques témoins et au NASA et revend ça à la population à un prix raisonnable. Maintenant, on définit pour que le producteur puisse avoir une quantité qu'il peut exporter à son choix, mais une quantité que le gouvernement prend. Je donne l'exemple, vous produisez 50 hectares, vous avez peut-être 50 tonnes de maïs. Le gouvernement, puisque le gouvernement a subventionné, demande alors, à cause de ma subvention, je te prends 30 tonnes.
que j'achète à tel prix. Les 20 tonnes qui te restent, tu peux aller vendre, tu peux exploiter ça. Et les 30 tonnes achetées sont redistribuées au niveau des boutiques témoins au NASA pour permettre aux populations. Parce que je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans en arrière, j'étais au niveau de l'ambassade du Japon. Et l'ambassadeur à l'époque faisait une conférence de presse pour annoncer le nombre de sacs de riz ou je sais pas envoyé au Bénin. Vous vous rappelez ce sac de riz avec le drapeau japonais. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'envoyez pas la technologie au Bénin pour que nous puissions aussi nous-mêmes produire de riz? Il a souri, il dit, mais non, c'est leur manière de nous accompagner. Ils veulent produire, nous donner. Je dis, non, mais si vous voulez vraiment notre développement, envoyez-nous la technologie. Pour que nous-mêmes, on ait les moyens de produire sur place et de donner à manger à notre population. Oui, donc, ça aussi, c'est un autre débat. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a parlé de l'ANAMA ou je sais quoi, pour la mécanisation agricole, il faut accentuer les efforts à ce niveau, envoyer des machines agricoles aux producteurs dans pratiquement toutes les régions du Bénin, les accompagner avec les intrants agricoles. C'est vrai, le gouvernement a mis les maïs à haut rendement au niveau des producteurs pour cette campagne qui est en cours. C'est vrai, il y a de l'engrais sur le terrain, beaucoup d'engrais, beaucoup de navires ont accosté avec des tonnes d'engrais qui sont envoyés dans les régions déjà. Donc, il faut en fait voir comment accompagner les producteurs à avoir de facilité à produire en quantité pour l'autosuffisance alimentaire au Bénin déjà, et après on peut exporter une quantité. Bon, Roland Todikès, merci pour votre contribution sur cette rubrique analyse et commentaires. Ouba, Ariadou. Tout le plaisir a été pour moi, merci. Oui, vous avez les salutations de plusieurs téléspectateurs, notamment de notre tonton. Désiré Diotan, qui vous souhaite la bienvenue. Merci à lui. Sur ce plateau, vous aurez l'occasion de le connaître. Voilà. Il participe de loin à nos débats. Si ce n'est pas bon, il dit que ce n'est pas bon. Il aurait pu dire, votre invité là, vous l'avez trouvé où? Mais il a dit de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue. C'est tellement qu'il aura le temps de vous suivre. Il n'y a pas de souci. Pour les appréciations. Il n'y a pas de problème. Alors, tonton Diotan, merci beaucoup. On n'a plus de vos nouvelles. Ça fait un moment, j'espère que tout va bien et que peut-être ce week-end on aura l'occasion. Je crois que j'ai parlé avec lui il y a 2 jours. Ah d'accord. J'ai parlé avec lui au téléphone il y a 2 jours. D'accord. Voilà, merci.